Bon, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée, Stéphane Dugosson qui m'a proposé de venir parler et toute l'école Submeca pour l'organisation. Alors, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est, ici j'ai un titre assez général, la dynamique chaotique en dimension 3, plus précisément de ce qui a été popularisé dans les années 60-70 sous le nom d'effet papillon. Je voudrais essayer de revenir sur ce que c'est que l'effet papillon, d'où ça vient, ce que c'est, et donner une piste de ce qu'en font, ce qu'en disent les mathématiciens d'aujourd'hui. Des mathématiciens d'aujourd'hui en tout cas. Alors, le point de départ de l'effet papillon, c'est avant les années 60. Dans la physique du 19e siècle, ou même la physique d'avant, on étudiait des systèmes finalement assez compliqués, mais il y avait l'idée que si on se ramenait à un système simple, ici le système le plus simple possible, un pendule simple, on devait avoir un mouvement qui était simple. Qu'est-ce que je veux dire par un système simple? La position d'un pendule ici qui oscille est décrite par un paramètre, l'angle que fait ce pendule avec la verticale, et en fait pour décrire complètement le système, on a besoin d'un deuxième paramètre qui est la vitesse angulaire de mon pendule à l'instant où je mesure, à l'instant où je fais ma mesure. Et donc tout le système d'un pendule simple est décrit par deux paramètres, l'angle avec la verticale et la vitesse verticale, on voit ici, et ce fait qu'il y ait deux paramètres simples, c'est ça qui va faire en fait la simplicité des solutions. Pourquoi c'est ça qui va faire la simplicité des solutions? Justement, si je regarde ici la position de mon pendule, à droite, je vais juste décrire une sinusoïde. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui est périodique, et c'est ça qu'on appelle un mouvement simple, on est content, on arrive à le décrire complètement, et en particulier, on arrive à prédire ce qui va se passer, le mouvement va être périodique et il va rester périodique. Et d'où vient l'explication de ça? De ce qu'on appelle le portrait de phase de notre pendule simple, à savoir qu'on représente horizontalement, justement, cet angle que fait le pendule avec la verticale, verticalement la vitesse, et ce diagramme décrit exactement ce qui va se passer. À savoir, si je pars d'une position ici de mon pendule à cet instant-là, qui veut dire il va être ça va être son angle avec la verticale, ça sa vitesse, alors il suffit de suivre les lignes sur mon dessin pour savoir exactement ce qui va se passer. Et donc ici, ce diagramme décrit complètement ce qui va se passer. Si je suis dans la région noire, ça veut dire qu'en fait j'avais une petite vitesse et je vais osciller comme sur la vidéo précédente. Si je suis dans la région rouge, en fait je vais avoir une plus grande vitesse et mon pendule va juste faire des tours, des tours et des tours. Et ici on a un comportement qui est simple et la simplicité de ce comportement est représentée par le fait que ici les orbites noires sont juste des cercles et celles-ci sont en fait des lignes mais qui sont périodiques et donc du coup le mouvement est périodique. Alors si on prend un deuxième exemple, pas beaucoup plus compliqué, un pendule amorti. Donc un pendule amorti c'est un peu moins chargé surtout. Voilà, donc un pendule amorti, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, il y a par exemple des frottements au niveau de la roue ou de la résistance de l'air. Et évidemment, quand on a un pendule amorti, il oscille jusqu'à ralentir et pratiquement s'arrêter. Cette fois-ci, l'état final, ça ne va pas être un état périodique comme tout à l'heure, mais juste un point fixe. Et encore une fois, on voit ça très facilement en disant que notre système est décrit par deux paramètres. Alors ça, c'est si je représente justement l'angle avec la verticale de mon pendule, je vois une sinusoïde mais qui a tendance à s'amortir pour finir par être plate à la fin. Et dans mon portrait de phase, ce que je vais observer, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire que ici, je vais osciller d'abord des grandes oscillations, je vais avoir une grande vitesse, une grande oscillation, et petit à petit, je vais ralentir, 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 jusqu'à arriver à un point fixe. Et donc, le fait que le pendule arrive à un point fixe, c'est juste dire que dans ce portrait de phase, toute orbite va être attirée par un unique point. Alors, on peut prendre une situation encore qui a l'air en apparence plus compliquée, mais qui ne l'est pas, qui est une horloge. Alors ça, c'est les horloges à l'ancienne, une horloge à balancier. Alors c'est évidemment une vue un petit peu schématique, mais ce qui est important, c'est que dans cette horloge à balancier, on a ici un pendule en rouge qui oscille. Ce pendule, ici, fait tourner une roue dentée, et cette roue dentée a un contrepoids qui l'oblige, qui la pousse à tirer dans un sens. Qu'est-ce qui est important dans ce système?
c'est qu'encore une fois, tout le système est décrit par deux paramètres. Les deux paramètres, c'est juste la position du pendule, sa position et sa vitesse. Et si vous savez la position et la vitesse du pendule, vous pourrez savoir exactement ce qu'il fait à la roue, et tant que le contrepoids n'est pas arrivé en bas, le système est juste décrit par cette position et cette vitesse du pendule. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, le comportement est assez simple, à savoir, vous partez de n'importe quelle position de votre pendule, du moment que le contrepoids est remonté, et le signal que vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Vous partez de n'importe quelle position de votre pendule, au début il va se passer des choses un peu bizarres, et au bout d'un certain temps, assez rapide dans le cas d'une horloge, votre horloge va juste se mettre à osciller périodiquement, avec toujours la même période, 1 seconde, pour chaque oscillation du pendule, et vous avez une horloge qui marche. Et là, l'explication, c'est encore une fois la même. Si vous êtes dans le portrait de phase, j'ai dit qu'il y avait seulement de 2 paramètres, dans ce portrait de phase, quel que soit votre point de départ, votre trajectoire va venir s'accumuler sur ce qui s'appelle un cycle limite. Et ce cycle limite vous dit que, à la limite, justement, votre trajectoire va juste être périodique. Alors, le point commun de tous ces systèmes, c'est qu'ils dépendent de 2 paramètres. Et 2 paramètres, ça veut dire que le portrait de phase peut être représenté ici dans le plan. Et le fait que cette dynamique soit toujours aussi simple à la fin, ça vient en fait d'un théorème qui s'appelle le théorème de Poincaré-Bendixson, énoncé par Poincaré à la fin du XIXe siècle, démontré par Bendixson en 1901, qui dit que si les 2 paramètres restent bornés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vitesse infinie ou on ne peut pas partir avec une position infinie, alors soit le système tend vers un état d'équilibre, c'était le pendule amorti, soit il tend vers un cycle limite, c'était le cas du pendule pas amorti ou de l'horloge, et son comportement asymptotique est périodique. Et donc, pendant très longtemps, il y avait cette idée en physique et en mathématiques que si on a un système simple, 2 paramètres, son comportement doit être simple. Et c'est ce que dit le théorème de Poincaré-Bendixson. Et la révolution qui arrivait avec Lorentz, voilà, donc ce que je voulais dire, oui, c'est que du coup, même si le comportement ici est périodique, alors ça peut faire des signaux un petit peu plus compliqués, mais ça fait des signaux périodiques. Donc du coup, on est content, on comprend assez bien le système. Maintenant, la révolution qui arrivait avec Lorentz, c'est que Lorentz s'intéressait à un phénomène assez compliqué, la convection. Alors la convection, c'est, vous avez ici, par exemple, ici de l'eau dans une casserole, ça chauffe en bas, en haut ça refroidit parce que c'est au contact de l'air, donc l'eau qui est chaude veut monter, l'eau qui est froide veut redescendre, ça fait des mouvements assez compliqués, et Lorentz, qui était météorologue, voulait étudier ça. Et c'était un système très compliqué, et Lorentz a décidé de le simplifier, pour arriver à un système à seulement 3 paramètres. Alors son système à 3 paramètres est très éloigné du problème dont il est parti, mais peu importe, il a quand même étudié ce système. Et ce qu'il a dit, c'est que ce système n'avait que 3 paramètres x, y, z, et son évolution temporelle ne dépendait que de ces 3 paramètres. C'est-à-dire x évolue suivant proportionnellement à y moins x, ce genre de choses. Et Lorentz a étudié ce système, et donc c'est un système pas beaucoup plus compliqué que tout à l'heure, puisqu'il a 3 paramètres au lieu de 2. Et Lorentz a pris son ordinateur, on est en 1963, il y avait les premiers ordinateurs, et Lorentz a tracé sur son ordinateur l'évolution de son orbite. Et voilà ce qu'il a vu, donc c'est une figure que vous avez déjà aperçue forcément. Il a vu ce qui s'appelle un attracteur étrange. Alors, qu'est-ce que ça dit, cet attracteur étrange? Ça dit quelque chose de complètement différent à ce qu'on croyait avant. On a un système qui n'est pas beaucoup plus compliqué, qui ne dépend que de 3 paramètres, et pourtant on a un comportement très compliqué. Très compliqué dans quel sens? Très compliqué dans le sens que si vous partez de n'importe quel point, vous allez faire des tours autour de cet attracteur, vous allez tourner une fois sur l'oreille de gauche, 2 fois sur l'oreille de droite, puis 3 fois sur l'oreille de gauche, puis 1 fois sur l'oreille de droite, et ce comportement a à peu près aucune chance d'être périodique. Si vous partez d'un point de départ, ce comportement ne sera pas périodique, la suite des tours droite-gauche ne sera pas périodique, et donc vous n'arriverez pas, en tout cas, à simplifier votre mouvement. Et ce mouvement a une deuxième caractéristique, celle qui a été le plus remarquée, c'est que si on bouge un tout petit peu de point de départ, si on bouge d'1 millimètre de point de départ, peut-être que les 3 premiers tours qu'on va faire vont rester les mêmes. Si on faisait 2 tours à gauche, 1 tour à droite, on va continuer à faire 2 tours à gauche, 1 tour à droite. Mais au bout d'un certain temps, on va plus du tout faire la même chose. C'est-à-dire, au lieu de faire un tour à droite après, on va refaire un tour à gauche et ce genre de choses. Et ce comportement est donc complètement différent de ce qu'il y avait avant, d'une part parce que le comportement n'est pas simple, il n'est pas périodique, d'autre part, si on bouge un tout petit peu le point de départ, alors on bouge le comportement.
Et ça a été une vraie remise en cause de ce qui existait avant. Alors, pour être tout à fait honnête, il faut dire que des mathématiciens avaient déjà remarqué ça, Hadamard ou Poincaré, mais ce qu'ils n'avaient peut-être pas remarqué, c'était que ça arrivait dans des systèmes aussi simples que des systèmes à 3 paramètres. Et c'était ça la révolution de Lorentz. Alors, du coup, donc ça, on obtient ce qu'on appelle un attracteur étrange. Ça, pas de vidéo. Voilà, donc avant Lorentz, la physique s'appuyait sur 3 principes. Et ce qu'a fait Lorentz, donc les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et ça, Lorentz ne le remet pas en cause, dans le sens où si on part d'un point précis, la trajectoire qu'on va suivre, elle, va toujours être la même. Mais ce qui est remis en cause, c'est d'une part qu'ici on a un système simple et un comportement complexe, et d'autre part, il y avait l'idée que si on pouvait augmenter la précision des mesures, on se rapprocherait d'un vrai résultat. Et ça, l'idée de l'attracteur de Lorentz, c'est que pour dire ça, il faudra avoir une précision infinie sur notre position, parce que la moindre imprécision va finir par se remarquer dans le comportement. Et donc en fait, ce troisième principe est remis en cause, puisqu'on ne peut pas avoir de précision infinie, on ne pourra jamais se rapprocher d'un résultat correct. On aura toujours des résultats approchés. Alors après Lorentz, les attracteurs étranges justement sont rentrés un petit peu dans le paysage mathématique et physique, et tout le monde s'est mis à trouver des attracteurs étranges, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens se sont mis à trouver des attracteurs étranges. On en a trouvé en physique, on en a trouvé en chimie, certains en ont trouvé dans Marx ou ce genre de choses. Donc ici j'en ai représenté 2, celui de droite s'appelle l'attracteur de Rossler, c'est un cousin de l'attracteur de Lorentz qui n'a pas le même comportement mais qui lui ressemble. Et la question, et du coup tout le monde s'est mis à étudier les attracteurs étranges et à se dire, bon, certes on ne peut pas prédire, mais qu'est-ce qu'on peut dire quand même quand on a un attracteur étrange, qu'est-ce qu'on peut dire quand on a un comportement chaotique? Alors, ce qu'on ne peut pas dire, justement, c'est qu'on ne peut pas prévoir le comportement à long terme. Et c'était l'idée, c'est ça qui a vraiment été retenu. Si je change un tout petit peu la condition initiale, alors mon comportement va diverger, et c'est l'image du battement d'aile qui déclenche un cyclone. Mais ce qui est aussi dit justement dans la figure qu'on a vue, et qui a été moins retenu, c'est qu'en fait, il est quand même possible de calculer des quantités moyennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est possible de calculer une quantité moyenne. Ça veut dire, si vous prenez votre attracteur tout à l'heure, vous ne pouvez pas prédire le nombre de tours à droite, le nombre de tours à gauche que vous allez faire. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, qui n'est pas évident a priori, mais qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, en gros, on va faire 50-50 de tours à gauche et de tours à droite. Alors là, sur la figure tout à l'heure, je ne l'ai pas prouvé, mais c'est ce qui s'appelle l'existence de mesures physiques, quelque chose qui vous dit quand même que vous pouvez calculer des quantités moyennes, et si vous ne pouvez pas prévoir la suite exacte des tours à droite à gauche, vous pouvez quand même dire des choses. En particulier, retranscrit dans l'image du papillon, ça dit que certes, vous ne pouvez pas prévoir s'il va y avoir un ouragan parce qu'il faudrait savoir si le papillon a battu des ailes, mais par contre, ce que vous pouvez savoir, c'est sur 100 ans combien il y aura d'ouragans, à peu près. Et ça, c'est la version positive de l'effet de Lorentz, de l'effet papillon. C'est-à-dire que, d'accord, on a un comportement compliqué, mais sur ce comportement compliqué, on peut quand même dire des choses. Alors maintenant, je vais aborder un petit peu ce qui me touche plus personnellement. Qu'est-ce que font aujourd'hui certains scientifiques, certains physiciens et certains mathématiciens avec l'effet papillon? Mais ils essaient aussi de dire des choses. Et l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la théorie des nœuds. Alors qu'est-ce que la théorie des nœuds? La théorie des nœuds, c'est l'étude des nœuds, et qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud, c'est juste une courbe fermée dans l'espace. Stéphane en a montré beaucoup dans son exposé. Regarde ce nœud qui s'appelle le nœud trivial, et ce nœud-là qui s'appelle le nœud de trèfle, vous pouvez essayer tant que vous voulez de les déformer l'un sur l'autre. Si vous n'avez pas droit à des ciseaux, vous n'arriverez pas à les déformer l'un sur l'autre. Donc c'est ça la théorie des nœuds, et une grande question de la théorie des nœuds, justement, c'est savoir quand est-ce qu'on peut déformer une corde sur une autre, ou pas. En particulier, ici on a le nœud trivial, le nœud de trèfle, le nœud de 8. C'est pas évident de montrer qu'on ne peut pas déformer ces nœuds les uns sur les autres. C'est l'objet de la théorie des nœuds. Ici encore un autre nœud plus compliqué qui s'appelle un nœud de Lissajous. Et il y a une infinité de nœuds et c'est vraiment un enjeu compliqué. Par exemple, si je vous donne ce nœud-là, et je vous dis que c'est un des 4 de la liste du dessus, est-ce que vous saurez lequel c'est? C'est le nœud trivial, mais évidemment, il faut vraiment être très fort pour le deviner. Voilà. Alors, où viennent les nœuds dans l'attracteur de Lorentz? Les nœuds viennent tout simplement que quand on regarde une orbite, donc dans cet attracteur, on trouve certains nœuds. Alors qu'est-ce que ça veut dire, on trouve certains nœuds? Ça veut dire qu'il y a certaines orbites, si on a de la chance, qui reviennent à leur point de départ. Vous voyez, là on est parti, on a fait 1, 2, 3, 4 tours à droite, 4 tours en bas, puis un tour en haut, et on est revenu à notre point de départ.
Alors, si on était parti au hasard d'un point, on n'avait aucune chance de tomber sur une orbite comme ça, qui retombe sur son point de départ. Mais si, par contre, on étudie un petit peu cet attracteur, on peut montrer que ces orbites existent. En particulier, si vous faites 4 tours en bas, puis un tour en haut, et que vous ne revenez pas très loin de votre point de départ, vous avez un théorème qui vous dit que pas très loin de votre orbite, vous aviez une orbite périodique qui était un nœud. Et donc, dans l'attracteur de Lorentz, on trouve des nœuds. Ici, on trouve ce nœud-là, et si on regarde un peu la figure, qu'on réfléchit un peu, on voit qu'ici, on a affaire au nœud trivial. Pour ça, il faut passer ça à droite, et puis repasser une deuxième fois, et puis une troisième fois, et puis une quatrième fois, et on retombe sur le nœud trivial. Et donc, dans cet attracteur de Lorentz, on a un nœud trivial. Mais n'a-t-on que des nœuds triviaux? Non. Et c'est justement, voilà, ici, on a un deuxième nœud en rouge. Et ce nœud, donc, qui fait 2 tours à gauche, 3 tours à droite, ce nœud n'est pas trivial. Ce nœud est un nœud de trèfle. Ça ne se voit pas sur la figure, mais il faut creuser un peu le cerveau, et on tombe facilement sur un nœud de trèfle. Et donc, l'idée des mathématiciens qui ont vu cet attracteur de Lorentz, des premiers mathématiciens, Biermann et Williams, c'est de dire, qu'est-ce qui apparaît comme nœud là-dedans? On ne sait pas dire grand-chose sur l'attracteur de Lorentz, mais par exemple, est-ce que tous les nœuds apparaissent dedans? En particulier, est-ce que le nœud de 8 apparaît dedans? Et la réponse, ils l'ont trouvé assez vite, c'est que le nœud de 8 n'apparaît pas dans l'attracteur de Lorentz. C'est-à-dire, vous avez des nœuds triviaux, vous avez des nœuds de trèfle, mais vous n'avez pas de nœud de 8. Et ça, c'est une signature, enfin, c'est pas une signature, mais c'est une caractéristique de l'attracteur de Lorentz, au sens où si un jour, dans la rue, vous tombez sur un attracteur, que vous trouvez un nœud de 8 dedans, vous saurez que ce n'est pas l'attracteur de Lorentz. Et donc, c'est une approche possible si on veut s'intéresser à ces attracteurs. On a des objets qui sont très compliqués, mais quand même, comme tout mathématicien, quand on rencontre des nouveaux objets, on a envie de les classifier, de dire lui c'est le même que lui c'est pas le même que lui, et ce genre de choses. Et donc, la théorie des nœuds est une approche possible dans cette direction. Par exemple, dans l'attracteur de Rossler, l'autre que j'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas non plus de nœud de 8. Et du coup, c'est une vraie question de se demander dans quels attracteurs il y a tel nœud et ce genre de choses. Par exemple, tout à l'heure, Stéphane a parlé d'un autre attracteur, l'attracteur de Greist, qu'il a montré tout à l'heure. Et l'attracteur de Greist a une propriété tout à fait intéressante, qui est qu'il contient tous les nœuds possibles. Donc si vous prenez l'attracteur de Greist, dont Stéphane a montré une image tout à l'heure, alors vous pouvez dedans trouver un nœud trivial, vous pouvez dedans trouver un nœud de trèfle, et vous pouvez trouver un nœud de 8. Et la propriété, qui est encore une propriété absolument pas comprise des mathématiciens, c'est que vous trouverez assez vite un nœud de trèfle, vous ferez un nœud trivial, vous ferez un tour, vous trouverez un nœud trivial. Vous trouverez relativement vite, en 3-4 tours, des nœuds de trèfle. Mais si vous voulez trouver un nœud de 8, il va falloir faire 1 million de tours de l'attracteur avant de le trouver. Voilà le genre de questions que les mathématiciens se posent encore et à lesquelles ils ne savent pas répondre. Voilà. Donc, quelle est la question principale que se posent les mathématiciens, mais ce n'est pas la seule. Quels nœuds apparaissent dans quels attracteurs? Quels nœuds apparaissent dans Rossler? Quels nœuds apparaissent dans Lorentz? On commence petit à petit à avoir ce genre de réponse, mais pour le moment encore très peu. Le but, c'est de classifier les attracteurs étranges. Vous me donnez un attracteur, je vous dis à quel autre il ressemble, et ce genre de choses. Et un autre but développé par des physiciens, beaucoup de physiciens qui travaillent en particulier sur les lasers ou ce genre de choses, c'est vous savez que votre système va s'accumuler sur un attracteur. Pour une raison X ou Y, vous savez que vous avez un attracteur en jeu, mais cet attracteur, vous n'arrivez pas à le reconstruire. Vous avez accès à seulement très peu de données. Vous avez juste un signal, comme celui de tout à l'heure, un signal sinusoïdal, enfin pas sinusoïdal, justement, qui oscille un petit peu aléatoirement, et vous voulez retrouver votre attracteur à partir de ça. Et c'est une question, c'est un enjeu en physique, et des gens travaillent dessus, et donc c'est reconstruire l'attracteur juste à partir de quelques nœuds qui sont dedans. Vous avez quelques nœuds dans votre attracteur, vous essayez de le reconstruire, c'est une question importante. Voilà, justement, ça me permet de citer Christophe Letellier, qui est une des personnes qui travaille là-dessus, qui a écrit un article dans Pour la science, chaos sous contrôle, qui parle de cette dernière approche. Et voilà, et donc je vous recommande toutes ces lectures si ça vous intéresse de parler de nœuds dans les systèmes dynamiques. Merci.